Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, conférencier et créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Barbara Marzari. Bonjour Barbara. Bonjour Patrice, quel bonheur d'être invitée sur ton podcast. Eh ben merci. Alors tu as un petit accent quand même pour nos Oui, auditeurs, hein? oui, bah oui, plus de 20 ans en France, mais l'accent italien, il est toujours là. Eh ben, écoute, c'est un accent chantant. Je crois que j'ai pas eu encore cet accent pendant le podcast, donc ça va. En tout cas, j'espère que nos auditeurs vont suivre ton accent chantant pendant cet épisode. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te proposer de te présenter. Eh bien, avec plaisir, Patrice. Donc, je suis Barbara Marzari. Je suis directrice de la communication et des stratégies d'engagement chez Sociable, éditeur SaaS de la plateforme même nom. C'est une plateforme intranet de communication interne, engagement collaborateurs et employés advocacy, utilisée au quotidien par les collaborateurs d'AXA, Coca-Cola, Accor, Capgemini, EDF et plein d'autres entreprises. Et auparavant, j'ai une expérience de plus de 20 ans au sein du marketing et au sein du groupe Renault, en fait, et où j'ai aussi géré le programme d'employés advocacy du groupe. D'accord. Effectivement, c'est une plateforme que beaucoup de nos auditeurs, j'imagine, connaissent, que c'est qui est très connu. Et tu fais partie des gens, alors pour nos auditeurs, ils vont se dire, mais il a eu combien? Mais j'ai eu beaucoup de demandes, effectivement, quand j'ai eu ce souci d'inviter. Tu fais partie aussi de ceux qui m'ont proposé. C'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais aussi échanger avec toi. Alors, je ne fais pas toujours pour nos auditeurs des personnes avec les outils, parce qu'effectivement, des fois, les gens se demandent un petit peu si c'est pas la promotion, mais en tout cas, il y a rien, il y a aucun échange promotionnel entre Sociable et moi. Vous voyez, moi, que c'est plutôt en fait l'intérêt, c'est que vous avez vous une connaissance avec les clients que vous avez, et c'est ça, c'est ce côté-là, bien évidemment, qui m'intéresse. Après, chacun aura le choix de choisir sa solution. Mais justement, comme tu disais, donc ça fait un petit moment que tu es sur les réseaux sociaux, et ce qui m'intéressait, c'était aussi pour débuter et s'échauffer, parce que tu m'as dit, je vais peut-être au départ un petit peu, ça va être un peu dur, enfin je m'échauffe, pour s'échauffer justement, est-ce que tu peux justement nous dire quelle est ta vision de l'évolution des réseaux sociaux ces dernières années? Ah ben, tu commences avec une vaste question, un peu un traquenard, hein, parce que c'est quand même la question où on peut facilement enfoncer les portes ouvertes, hein. Mais si je devais résumer avec une phrase, je dirais qu'on est en train de passer d'un réseau de diffusion, je parle de LinkedIn là, hein, donc un réseau de diffusion à un réseau de crédibilité. Et je vois en fait, 3 évolutions vraiment principales. Hem, je pense que la première en fait, que j'ai remarqué, c'est le fait que la chute des performances organiques de ce qu'on appelle le premier niveau, c'est-à-dire en fait les personnes qui sont nos contacts de 1er niveau. Entre 2018 et 2025, les performances se sont effondrées de 62 à 28 en fait. En revanche, ce qui a augmenté sur la même période, donc de 2018 à 2025, ce sont les contenus des créateurs, y compris des dirigeants, qui aujourd'hui sont beaucoup plus visibles dans le fil de votre écran LinkedIn. Ils ont augmenté en fait de 12 à 31. Donc en fait, d'où l'importance de quand on prend la parole, de bien la prendre, et parce que les dirigeants sont de plus en plus visibles. La deuxième tendance, évolution que j'ai remarquée, c'est le fait d'utiliser LinkedIn comme un canal de communication interne aussi. Et je m'explique, parce que peut-être qu'en France, c'est un peu moins visible, mais nous, on le remarque surtout à l'étranger. Et je vous fais l'exemple de l'un de nos clients qui est Tata Consultancy Services, TCS. C'est une entreprise indienne énorme, 47 pays, 450 000 collaborateurs. Et ben, eux, ils ont fait le choix, en fait, de parler aux employés comme à des clients.
et on utilise LinkedIn et Instagram pour leur parler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les employés donnent plus d'attention à ces médias sur les réseaux sociaux qu'aux médias internes. Donc ils ont choisi de leur parler via LinkedIn et Instagram. Je trouve cette approche extrêmement intéressante, et qui en fait démontre la limite entre communication interne et communication externe finalement est de plus en plus, fine, voire poreuse. Et 3e évolution, comment ne pas en parler? L'intelligence artificielle, bien évidemment, qui, si d'un côté a facilité la prise de parole de la part de tout le monde, parce que c'est plus facile de générer un texte, avoir des idées, et cetera. Elle a aussi généré ce qu'on appelle aujourd'hui, l'AI slop, cette espèce de soupe de contenus peu originaux, de phrases creuses, clichés, de commentaires sans personnalité, enfin, voilà. Donc bon, est-ce que c'est une bonne évolution, une mauvaise évolution? Bon, le problème aujourd'hui, c'est que le contenu ne manque pas, ça c'est sûr. Peut-être ce qui manque, c'est un vrai point de vue et seuls les profils qui ont un vrai point de vue, selon moi, vont vraiment émerger. OK. Alors c'est vrai que pour revenir au premier point que tu évoquais, c'est cette capacité à communiquer en interne. C'est vrai que c'est des choses qui sont toujours, des vraies problématiques, en tant que DIRCOM, parce que moi j'ai été DIRCOM, plusieurs années, je suis redevenu, récemment, et effectivement c'est toujours, des interrogations, que, les DIRCOM ont, parce qu'on s'aperçoit que, il y a une vraie écoute, de ce qui se dit, sur, les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Mais je crois qu'à titre personnel, il faut quand même toujours garder, la capacité de communiquer, en interne dans un univers, bien concentré, parce que c'est aussi important d'apporter et de travailler un peu différemment, même si effectivement on sait qu'une partie de la communication et notamment des dirigeants, elle permet aussi aux personnes, aux collaborateurs de comprendre un peu et de prendre exemple sur ce que font leurs dirigeants pour justement pouvoir prendre la parole. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement tu as raison, mais ça c'est un combat et nos auditeurs le savent. Pour moi, la différence aussi aujourd'hui, c'est la capacité d'engagement, d'interaction des dirigeants et pas uniquement la capacité de production. Et cette capacité d'engagement, d'échange avec les communautés, pour moi, elle est fondamentale, parce qu'effectivement, c'est aussi ce qui fait la différence avec les gens qui font de l'IA et en permanence se produisent effectivement des textes. On va dire sans particulièrement de parti pris, mais Mmh. voilà, en tout cas qui ont l'intérêt d'interaction. Elle permet justement de faire échanger deux personnes, et c'est aussi souvent ce qu'attendent les algorithmes. Et justement, sur cette partie-là, pour revenir à la thématique du podcast, aujourd'hui, toi, comment tu définirais la partie leader advocacy, employee advocacy? Comment toi, tu définirais ces grands principes? Alors, déjà, en fait, cette différence leader advocacy, employé advocacy, bon, l'employé advocacy, on sait ce que c'est, hein, ce sont les collaborateurs qui s'expriment sur les réseaux sociaux, en amplifiant, des contenus, d'entreprise. Hem, L'importance est ici de définir vraiment ce que c'est que la différence entre leader et employé. Si on entend le leader comme le top dirigeant, bah, dans ce cas, effectivement, le leader advocacy, c'est incarner la voix de l'entreprise, alors que l'employé advocacy, c'est plutôt amplifier la voix de l'entreprise. L'employé, lui, il est plus dans, disons, des notions de volume, de diversité, de proximité de terrain, alors que le leader, lui, il crée la crédibilité, il donne le cap, il incarne, il donne une vision. Hem, Aujourd'hui, en fait, les collaborateurs créent la preuve du cap donné par les dirigeants. Mais attention, hein, on peut être leader aussi, sans être top dirigeant selon moi et moi je l'ai bien vu quand j'étais chez Renault, que je gérais le programme, d'employé advocacy. Il y avait des personnes qui étaient experts, très experts dans leur métier, dans leur domaine et quand ils s'exprimaient sur les réseaux sociaux, ils étaient extrêmement suivis et l'impact était très, très fort parce que leur crédibilité était forte et ils étaient reconnus comme des vrais experts dans leur domaine. Donc on peut être aussi leader sans être un top dirigeant. Hem, En revanche,
Ce qui est différent pour un top dirigeant, c'est que lui, il ne publie pas pour être visible en fait, alors qu'un employé peut publier aussi parce qu'il veut gagner en impact, visibilité, etc. Un top dirigeant, de toute façon, quand il publie, il est déjà visible. Mais il doit renforcer peut-être sa crédibilité, incarner une vision, donner un cap. Ça, c'est pas simple. Un leader doit être bien accompagné. Et mon point de vue est que dans les 2 ou 3 ans, l'advocacy va devenir vraiment une compétence clé du leadership. On ne pourra pas faire l'impasse sur le fait de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Ok. Et juste pour revenir, comme tu disais, toi, tu représentes un outil. Est-ce que vous, votre outil, il fait cette différence entre, on va dire, les dirigeants et les collaborateurs? Est-ce qu'il y a des différences de fonctionnement même dans les outils tels que les vôtres? Oui, tout à fait. Nous avons des fonctionnalités qui sont différentes. Après, moi, je veux pas forcément ici faire la Non, 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 promotion, c'était justement pour de ça. C'est ce qui m'intéressait, c'était de voir si, pour nos auditeurs, s'il y a des différences qui sont aujourd'hui bien identifiées au sein des outils. Oui, oui, tout à fait. On a des fonctionnalités qui sont différentes. Je pense notamment à la délégation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je pense un top dirigeant qui a son secrétaire exécutif, par exemple, son attaché de com, qui lui peut lui écrire et poster à la place d'un dirigeant sans que les dirigeants ils aient à, par exemple, donner son propre mot de passe D'accord. LinkedIn, chose que j'ai vu faire dans le passé. Non, aujourd'hui, en fait, on a des systèmes de délégation qui sont complètement sécurisés. On a aussi des dispositifs de création de contenu qui peuvent être vraiment personnalisés sur le profil et sur les thématiques d'un leader pour qu'il puisse avoir des contenus qui lui sont propres. Et après aussi, on a des mécanismes d'interaction, comme tu le disais tout à l'heure, Patrice, très justement, parce que c'est bien de produire du contenu, mais il y a aussi la notion d'engagement, donc comment le leader s'engage avec d'autres leaders et d'autres collaborateurs aussi. Ok. Et alors, donc justement, comme tu disais, vous accompagnez un nombre assez conséquent de dirigeants, de collaborateurs. Et est-ce que pour toi, il y a des freins psychologiques que vous pouvez observer avant la phase justement de se lancer sur LinkedIn, qui peuvent être bloquants, ou en tout cas des choses comme ça qu'on peut identifier qui pourraient être intéressantes à partager auprès de nos auditeurs? Ce qui est sûr, c'est que le premier frein n'est jamais technique. Il est émotionnel, toujours. Parce que communiquer est un métier et on peut être très, très bon dans son métier, mais lorsqu'il faut prendre la parole, sur les réseaux sociaux, ou juste prendre la parole, hein, on peut penser à une prise de parole, pour un speech, hein, c'est pareil, hein. Donc le fait d'écrire sur les réseaux sociaux et donc de s'exposer, bah, on a peur du jugement, de mal dire, du syndrome de l'imposteur, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment, enfin, propre à chacun et c'est normal, c'est humain. Alors un collaborateur peut tester un peu dans l'ombre, se permettre plusieurs formats, d'autant plus que LinkedIn est un réseau plutôt bienveillant, hein, donc il y a pas, voilà, d'autres réseaux peuvent être, beaucoup plus agressifs, on peut dire. Bon, sur LinkedIn, c'est assez rare. Bon, donc un collaborateur peut tester, un leader en revanche, comme, je le disais tout à l'heure, il est visible d'emblée, il se doit d'être bien accompagné. Donc en fait, il faut quand même, voilà, être un peu prudent au début et bien mettre en place, en fait, un certain nombre de mécanismes qui font en sorte que quand un leader s'exprime sur les réseaux sociaux, voilà, la parole soit bien cadrée. Hem, Ce qui est sûr en tout cas, c'est que, nous ce qu'on a observé, c'est que la mise en place d'un programme d'employé advocacy au sein d'une entreprise lève tout un tas de freins et de verrous. Parce qu'en fait, ça rassure. Ça rassure, le collaborateur, qui a des contenus qui sont préapprouvés. Heu, il peut trouver à sa disposition une intelligence artificielle déjà
paramétré qui peut l'aider à reformuler correctement. Sans doute un guide de ce qu'il faut faire et pas faire, un guide éditorial des réseaux sociaux qui est souvent disponible au sein des entreprises pour aider les collaborateurs dans leur prise de parole. Donc, ça rassure les collaborateurs, mais ça rassure aussi l'entreprise parce qu'elle peut monitorer et voir et suivre l'activité de ses collaborateurs sur les réseaux. Donc, finalement, en fait, le fait de mettre en place un programme d'employee advocacy rassure et l'entreprise et aussi les collaborateurs. Ok. Alors, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, il y a une vraie difficulté aujourd'hui, c'est d'être un peu différent, en tout cas d'apporter des éléments ou des contenus différents. Alors, on peut le faire par le format, on peut le faire voilà, par un certain nombre de subterfuges, mais pour toi aujourd'hui, comment on peut trouver finalement sa voix pour ne pas paraître trop formaté aujourd'hui, comme tu parlais, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que c'est une question de facilité. Hein, on demande à l'IA de nous écrire et puis derrière, on utilise ce qui a été dit par l'IA et donc forcément, on devient un peu insipide même. Donc, pour toi aujourd'hui, comment on peut trouver cette voix et de prise de parole? Oui, c'est assez navrant aujourd'hui LinkedIn, quand on voit tout un tas de posts qui commencent tous à peu près avec «Et si on today's world», Alors, la voix n'est pas un style, c'est un point de vue, donc l'IA, c'est super quand même, il faut le dire, attention, je suis pas anti-IA, bien au bien au contraire. L'intelligence artificielle, elle peut aider dans la formulation, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut la personnaliser pour ne pas tomber sur les phrases, totalement clichés. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une question de style, c'est vraiment une question de point de vue. Donc c'est choisir son territoire, avoir une idée, des mots simples, des exemples, heu, en bref, être intentionnel dans sa prise de parole. Donc être intentionnel, ça veut dire quoi? C'est savoir pourquoi on s'exprime, sur quoi et surtout dans quel but. Quel est l'impact recherché? Plutôt que publier parce qu'on devrait le faire ou parce que c'est le bon moment, il vaut mieux ne pas le faire dans ce cas-là, donc c'est vraiment, savoir pourquoi on s'exprime et ce qu'on veut partager avec les personnes qui vont nous lire. C'est aussi, incarner, c'est-à-dire que pour moi, en fait, son style, ça passe par l'incarnation du propos. Donc pourquoi est-ce qu'une personne, en fait, s'exprime sur cette thématique? Mais ça passe aussi par le format. Alors c'est pas simple, parce que pas tout le monde aime bien prendre des selfies, ou bien faire une vidéo. C'est plus compliqué en plus parce que la communication parlée n'est pas la même chose que la communication écrite. Mais quand même ça donne une autre dimension au contenu qu'on peut trouver sur LinkedIn. Et après j'ai un petit tuyau, ça a l'air bête mais ça marche super bien. C'est le fait que il faudrait toujours se relire à voix haute. Quand on se relit à voix haute, on s'aperçoit tout de suite si ça sonne faux et si on est vraiment en cohérence nous-mêmes par rapport à ce qu'on veut dire. Je vous assure, c'est redoutable et très efficace. Bon conseil donc à nos auditeurs, relisez-vous à voix haute et puis comme ça, vous verrez si vous pouvez intéresser votre auditoire. Et juste plus largement, parce que tu m'as fait penser à ça, parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup de choses sur est-ce que les réseaux sociaux nourrissent ou non les LLM? Est-ce que par rapport à une recherche personnelle, est-ce que son LinkedIn vient? Alors, il y a des études pour moi contradictoires aujourd'hui donc sur le sujet, mais il y a un sujet quand même, je trouve intéressant à garder à l'esprit pour nos auditeurs, c'est que effectivement, je pense qu'on revient aussi sur la légitimité d'un certain nombre de supports, comme le site internet de l'entreprise, la presse, on va dire en ligne. Et effectivement, cette notion permet justement de nourrir donc les LLM et finalement en fait vient
aussi donner cette vision globale de la personne. Et donc, c'est aussi intéressant, je pense, de se dire que peut-être reparler de nos dirigeants sur les sites institutionnels un peu plus qu'on ne le faisait, et puis revenir sur des éléments classiques de prise de parole et d'impact de ces prises de parole. Voilà, c'est juste une petite digression parce que je trouve que c'est des choses aujourd'hui, en tout cas, qui m'intéressent. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore besoin d'études affinées parce que il y a une étude récente qui dit que LinkedIn, c'est 1% seulement. Il y en a d'autres qui disent c'est beaucoup plus, les réseaux sociaux. Donc, voilà, ça demande d'être affiné, mais en tout cas, c'est des tendances qui peuvent être intéressantes pour nos auditeurs. Et on sait aussi, donc, cette prise de parole, tu l'indiquais, hein, que en fait, il peut y avoir un risque quand on prend la parole, que tu le disais aussi tout à l'heure, où on se pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, comment, justement, quand vous accompagnez ces dirigeants, aujourd'hui vous accompagnez, ou en tout cas, comment on peut, à titre personnel, intégrer ce risque de la prise de parole en termes d'advocacy? Alors, déjà, le fait d'être conscient que le risque zéro n'existe pas. Donc, il y a toujours un risque quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, toujours. Le premier point, je pense, c'est l'anticipation, toujours. C'est-à-dire que plus un dirigeant est visible, bien évidemment, plus il devient une cible potentielle, que ce soit pour des attaques, de détournement de propos, de la désinformation, de l'instrumentalisation, par exemple. Les propos peuvent être tous déformés ou instrumentalisés. Donc, il faut l'anticiper, il faut le savoir. Ensuite, il faut que chaque leader ait un cadre clair. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est un peu avoir une charte éditoriale personnelle pour chaque dirigeant. Quels sont les sujets sur lesquels le dirigeant va s'exprimer? Et là, en fait, c'est pas simple. Nous, ce qu'on recommande, c'est de choisir un maximum 3 domaines. Ça peut être, par exemple, je sais pas, le secteur, les tendances du secteur, par exemple, ou bien, je sais pas, ou le management, par exemple, ou bien, des clients, je sais pas. Mais en tout cas, choisir bien ces sujets et s'y tenir. Parce qu'en fait, cette cohérence, cette régularité dans les propos, fait en sorte de, renforcer la crédibilité lorsqu'on prend la parole. Il faut choisir un peu ses combats, hein. C'est pas simple, mais ça donne un guide éditorial qui veut on peut se poser après la question: «Si je m'exprime sur ça, est-ce hors propos ou pas?» Donc ça, c'est très important de choisir en fait cette guide éditoriale personnelle et qui pose aussi les limites par rapport à ce qu'on peut, poster. Et 3e chose aussi à laquelle je pense, c'est, un post lorsqu'un dirigeant s'exprime sur les réseaux sociaux, ce n'est jamais en fait qu'une action de «com» entre guillemets. Il faut quand même avoir de l'alignement en interne. Il peut y avoir des sujets un peu délicats, il y a des risques légaux parfois. Il faut aussi s'aligner avec les RH, la com interne, pour avoir en fait une cohérence du discours sur les réseaux sociaux avec ce qu'on dit en interne dans une entreprise. Et je reviens aussi à l'entreprise en fait, que j'ai citée tout à l'heure, hein, Tata Consultancy Services, qui utilise les réseaux sociaux aussi comme canal de diffusion de messages pour les collaborateurs. Il faut savoir qu'une prise de parole externe a toujours un impact en interne, toujours, hein. Et après, dernière chose, mais ça c'est un grand classique, c'est se préparer aussi aux situations de crise. Là, où la com de crise, il faut accepter, il y en aura, voilà, donc ça arrive. Les questions, c'est de ne pas deviner quand ça arrive, mais comment on y répond, voilà. Donc voilà, ces risques sont de plus en plus élevés, bien évidemment, plus le dirigeant est visible et Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant de l'anticiper comme mmh. tu disais. Après, il y a aussi une interrogation aujourd'hui, c'est j'ai effectivement lancé ces programmes de leader et de dans le advocacy.
cette partie-là, elle, aujourd'hui, comment on peut dire si c'est un succès? Est-ce que c'est l'audience? Est-ce que c'est, je sais pas, le développement du business? Comment en tout cas, ou vos clients estiment que ces mises en place cette advocacy, elle fonctionne ou non? Alors ça dépend. C'est la réponse de Normandie. Ouais, c'est ça. Heu, alors bon, un système de mesure efficace, normalement, il est toujours sur 3 niveaux, hein. Le premier, ce sont les indicateurs un peu classiques, qui sont la portée, le nombre de likes et cetera. Bon, ça c'est du classique, pour voir si on a été lu, et si les personnes, engagent après, hein, avec les contenus. Après, il y a la compréhension. Est-ce que, ce post, ce contenu a déclenché des discussions, des interactions? Est-ce qu'il a été vraiment compris? Et après, il y a l'impact métier, sur plus long terme. Est-ce que cette annonce, est-ce que cette félicitation, par exemple, d'une réussite, ou bien, le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle stratégie et cetera, est-ce que finalement a eu un impact métier, sur le secteur ou sur l'entreprise? Ça dépend un peu de l'objectif, en fait. Je reviens un peu, à ce que je disais tout à l'heure, lorsque on un leader s'exprime sur les réseaux, il est intentionnel, donc dans quel but? Quel est le but recherché? Imaginons par exemple un leader qui s'exprime, suite à une fusion ou acquisition par exemple, son but sera sans doute de faire en sorte de réussir, de faire en sorte que cette fusion-acquisition en fait, elle soit connue, elle réussisse, elle rassure les investisseurs sans doute, enfin donc c'est là, où ça se mesure. Donc il va s'exprimer par rapport à ça, à cette thématique et c'est en fonction du but recherché que l'on va voir si la communication a vraiment fonctionné ou pas, au-delà de la portée, des nombres de likes et cetera, en fait. OK. Alors, bah, on t'en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est aussi une tendance aujourd'hui et ça m'intéressait d'avoir ton avis. Aujourd'hui, donc on a un certain nombre de mouvements patronaux, par exemple, qui proposent et qui demandent même, hein, pour un certain nombre de leurs dirigeants, de prendre beaucoup plus la parole sur des thématiques d'enjeux économiques ou sociétaux. Et qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que tout à l'heure on a parlé du risque, alors là c'est un vrai risque puisqu'on sort presque du cadre de l'entreprise elle-même. Qu'est-ce que toi tu penses de cette demande ou évolution pour certains des dirigeants? Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le choix de sujet. Mon avis, mais bon, c'est mon avis, c'est que, tous les sujets ne sont pas légitimes pour les dirigeants, en fait. Donc, quand on est dirigeant d'une entreprise, il y a une identification entre la personne qui s'exprime et l'entreprise qu'elle gère ou qu'elle dirige. Hem, donc si un directeur s'exprime, par exemple, sur une thématique égalité hommes-femmes, 100 on ira vérifier ce qui est fait dans son entreprise, bien évidemment. Donc lorsqu'on s'exprime sur des enjeux économiques, sociétaux, il faut vraiment qu'il y ait cette cohérence entre ce qui est dit, et ce qui est fait. Parce que, sinon c'est vraiment la porte ouverte aux attaques, et ensuite à la gestion de la crise. Après, faut pas oublier aussi donc je pondère ce que j'ai dit parce que, il y a aussi le fait que le silence est aussi une prise de position et donc parfois le fait de ne pas s'exprimer, en fait, envoie aussi un message. Donc voilà, donc parfois il vaut mieux s'exprimer. Alors, ce qui est pas le positionnement du président américain, si on peut faire cette digression, mais qui est une nouvelle tendance, mais qui est à l'inverse, occuper l'espace en permanence. Mais en tout cas, pour des dirigeants moindres, ça peut être en tout cas de se dire l'intérêt ou non de parler effectivement sur un sujet et la légitimité qu'on peut avoir et l'alignement, parce que c'est vrai que on en a parlé il y a deux podcasts en arrière, l'importance de l'alignement global du dirigeant par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait. C'est des choses intéressantes à suivre. Alors, tu as parlé effectivement aussi de cette capacité de volume de LinkedIn. Et il y a une thématique qui est maintenant traditionnelle, alors qui a évolué dans le temps auprès de ce podcast, parce qu'au départ, je parlais
Facebookisation. En plus, je le dis bien parce qu'avant, des fois, j'avais du mal à dire ce mot-là. Maintenant, je parle de TikTokisation. Je prends toujours un petit peu de temps d'attente pour dire ce mot-là. Mais en tout cas, c'est cette capacité aujourd'hui à avoir des choses très personnelles sur LinkedIn et pas uniquement professionnelles. Alors, il y en a qui disent que c'est une bonne évolution, c'est le logique. Il y en a qui disent que c'est pas quelque chose de logique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette évolution de la plateforme? Ah, alors c'est un avis très personnel, hein, donc moi je pense que c'est vraiment une opportunité pour ceux qui ont vraiment quelque chose à dire d'intéressant, de ressortir du lot finalement. N'oublions pas LinkedIn, ce que c'était au début, hein. C'était un réseau, de recherche d'emploi, hein, au début seulement, C'est donc ça. ouais, donc c'était, des CV en ligne et des offres d'emploi. Aujourd'hui encore plus exacerbé par l'IA, tous ces postes qui se rassemblent, en plus qui partent d'un fait de la un peu banal, de la vie de tous les jours pour en tirer une leçon de vie à appliquer dans un cadre professionnel qui est censé inspirer. En fait, ça sonne tellement fake, tiré par les cheveux. Et en plus, LinkedIn a un réseau bienveillant, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est presque pire, car les commentaires aussi deviennent fake, les conversations sont complètement langue de bois. En fait, c'est d'un ennui terrible. Donc, moi, je trouve que ça devient vraiment très, très ennuyant et mais encore une fois, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour les personnes qui ont des choses intéressantes vraiment à dire et vivement le nouvel algorithme qui finalement, valorise devrait en tout cas, sur le papier, ils disent que ça va valoriser ce type de poste. J'attends voir. On espère, on espère. Alors, il y a une autre tendance qu'on a, en fait, pour nous, en tout cas, identifiée vraiment depuis début 2026. Donc, c'est pour ça que j'en parle maintenant, presque à chaque podcast auprès des personnes à qui j'interview. C'est aujourd'hui cette réflexion globale. Alors, la France est pas en retard, on dira, mais en tout cas, elle se pose des questions sur cette capacité à travailler sur. Alors, là, j'utilise WhatsApp, mais il peut y avoir des canaux d'Instagram, en tout cas avoir des canaux propriétaires uniquement descendant vers une cible précise, sans impact d'algorithme, puisque tout le monde le reçoit. Alors après, ça n'oblige pas les gens à le lire, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de chaînes WhatsApp, par exemple, et qui à la fin n'arrivent pas à lire tout ce qu'on leur envoie. Mais en tout cas, c'est une capacité qu'on peut avoir en tant que dirigeant à communiquer d'une manière très descendante ce qu'on a envie de dire. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que c'est des choses qui peuvent aussi être intégrées dans certains outils? Comment ça peut aujourd'hui s'intégrer dans une réflexion d'advocacy? Alors, notre point de vue et ce que l'on remarque aussi par rapport aux entreprises qui viennent nous voir, c'est que, c'est très dangereux. WhatsApp est très dangereux. D'un point de vue de la sécurité des informations échangées, mais aussi d'un point de vue de la RGPD. Parce qu'il ne faut pas Ok. oublier que les données sont échangées avec Meta quand même, hein, hem, les entreprises viennent nous voir, pour nous dire en fait comment est-ce qu'on peut arrêter ce flux de conversations qui se passe entre employés, sur WhatsApp. Et donc en fait, bon, nous on a une fonctionnalité de chat, sécurisée, mais en fait, il y a quand même la prise de conscience, de cela, de la part d'entreprises. Maintenant, en ce qui concerne vraiment utiliser WhatsApp comme un canal descendant, je peux comprendre dans la mesure où, s'il faut aller chercher les collaborateurs là où ils sont et s'ils n'ont pas un ordinateur, ils ont que leur téléphone mobile et ils sont sur WhatsApp, c'est bien, c'est bien. Ceci dit, le risque, tu l'as évoqué toi-même, en fait, c'est un peu, voilà, on a énormément de chaînes, et des notifications sur WhatsApp. Est-ce que ça va vraiment être vu et lu et compris? Ça revient un peu comme le mail, en fait, pour le Hmm, collaborateur, donc bon, je ne suis pas convaincue. d'accord. Je pense que voilà, ce sont des espaces un peu fermés, mais en plus avec une perte de contrôle parce que bon, on ne sait pas très bien après toutes ces informations échangées là-dedans, ce qu'elles peuvent devenir. Ok.
Ok, bah écoute, voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir aussi ce que tu évoquais sur les interrogations aussi des entreprises plus largement Mmh. dans l'advocacy. Et bah écoute, on arrive au terme de cette émission et une des questions aussi traditionnelles, c'est de savoir si tu aurais des personnes intéressantes que tu nous conseillerais à suivre, parce qu'effectivement aujourd'hui, depuis le temps que le podcast existe, et ben ça permet d'avoir des choses très éclectiques. Et donc, je voulais savoir si tu pouvais nous donner quelques noms pour nos auditeurs, on retrouvera bien évidemment, mais vous avez l'habitude, dans les notes de l'émission. Alors peut-être je suis pas très originale, mais alors pour LinkedIn, j'aime bien toujours, lire, Richard Van den Boloom, Gilles Prigent de Story Jungle et je l'ai découvert il y a pas si longtemps, honte à moi, Xavier Degraux que je pense que tu as interviewé. Ouais, c'est ça. Le Heu, Belge que j'ai oui, interviewé, oui, oui, le Belge que j'ai interviewé dans ce podcast à deux reprises de mémoire voilà, avec Bruno Frilanski. voilà et donc moi honte à moi, je l'ai découvert il y a pas si longtemps Non, bah donc écoute, c'est bravo. ça l'intérêt aussi, hein. En ce qui concerne en revanche l'IA, j'aime bien, lire tout ce qui poste Frédéric Cavassa, mais aussi j'ai beaucoup appris et merci à lui, grâce à Mathieu Cruc de Brainsonic parce que, il poste très, très, très souvent et il est très, très pointu, enfin et en plus je le trouve drôle donc sur parce qu'il se met en scène en fait. Donc non mais vraiment, j'ai beaucoup appris grâce à ses posts. Alors dans un registre complètement différent, je recommande chaudement de suivre Amélie Blanquaert, pour la prise de parole en public et en vidéo. Elle a d'ailleurs, publié 2 livres, super intéressants sur le fait de s'exprimer, sur comment, voilà, se prendre la prise de parole, faire des discours. J'espère que j'étais à la hauteur de ce qu'Amélie, conseille dans ce podcast. En plus, elle se met en scène, elle fait des petites vidéos, donc D'accord. elle est vraiment très, très agréable et j'ai appris beaucoup grâce à elle. Et après, je conseille quand même de suivre, mon CEO Jean-Louis Bénard si vous aussi ça vous intéresse, tout ce qui est le SaaS, la tech, la com interne, l'employé advocacy. Eh ben, merci Barbara de ces conseils. Effectivement, comme tu disais, bah, c'est aussi la prise de parole, elle est aussi ces réseaux sociaux parce que on est de plus en plus en vidéo. Ces vidéos, elles peuvent être courtes ou longues. Bah, c'est vrai que même les podcasts aujourd'hui, il y a une grande partie de podcasts qui deviennent des podcasts vidéo. Nous, on n'a pas pris ce choix-là. On reste audio. Vous l'avez quand même pour nos auditeurs. Vous avez quand même la possibilité de nous écouter sur YouTube parce que effectivement, on met quand même cet épisode sur YouTube, mais on reste toujours en audio pour une question voilà, de facilité et de partage. Mais en tout cas, c'est vrai que la prise de parole, elle est aussi orale, elle se développe aussi énormément de par ses évolutions sur les réseaux sociaux. Merci mille fois, Barbara, de cet échange, d'avoir répondu positivement aussi à mon appel au secours pour cet épisode. Et effectivement, pour nos auditeurs, bah, je pense que c'est des choses qui peuvent encore, voilà, il y a des choses encore, beaucoup de choses, vous voyez que ça évolue. Au fur et à mesure de ce podcast, on a des évolutions aussi de la plateforme elle-même, de LinkedIn. Quand on revient sur LinkedIn, il y a des nouveaux sujets qui arrivent avec l'IA. Donc, en tout cas, je pense que c'est la Leader Advocacy, même si elle s'est beaucoup développée depuis le début du podcast, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette prise de parole des dirigeants. Et en tout cas, on se retrouvera pour nos auditeurs dans 15 jours. N'hésitez pas avant à partager cet épisode s'il vous a plu auprès d'un ou d'une amie. Vous savez que c'est comme ça aussi qu'on se développe. N'hésitez pas à mettre donc une note sur les plateformes parce qu'on sait aussi que c'est ça qui nous permet ou de vous abonner auprès de notre podcast pour que à chaque épisode tous les 15 jours vous ayez une petite notification. Merci encore Barbara et pour nos auditeurs, on se retrouve dans 15 jours pour encore une belle rencontre autour de la Leader Advocacy. Merci Patrice.